Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à ces nouveaux numéros du Grand Oral. Vous le savez, ces derniers temps, nous nous consacrons de manière beaucoup plus ardue et attachée à ce que l'on appelle sensibilisation pour faire face à la pandémie du Covid-19, le coronavirus, qui a fait jusque-là en République démocratique du Congo, c'est dans les données du mois nous transmises par l'autorité de tutelle, 25 morts, Dieu merci. Nous sommes en train de connaître une évolution positive en ce qui concerne le nombre de personnes guéries. Maintenant, nous avoisinons la cinquantaine, parce qu'on parle de 47, c'est une très bonne chose, mais les cas deviennent de plus en plus nombreux, puisque nous sommes au-delà de 300. Mais je pense que nous allons mettre ensemble nos efforts, nous allons conjuguer les efforts pour que nous parvenions à y apporter une solution conséquente et à faire face à cette maladie. Et pour ce faire, nous recevons des acteurs politiques qui viennent apporter aussi leur sensibilisation à leur niveau et puis essayer d'évaluer avec nous, analyser la situation pour essayer d'y apporter des solutions idoines. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Mwinze Dieudonné, député national honoraire, mais il est communicateur du Front commun pour le Congo. Monsieur Dieudonné Mwinze, je vous dis bonsoir. Bonsoir, Monsieur Blaise. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je vous ai vu suffisamment réservé par rapport au Covid-19. Vous avez pris toutes les précautions qui s'imposent? Oui, Monsieur Blaise, je crois que là, nous sommes devant une pandémie qui n'épargne personne. Lorsque l'on voudrait se protéger soi-même et protéger les compatriotes congolais, il faut prendre des dispositions qui s'imposent. Et tous les jours, nous y pensons, nous suivons les conseils du personnel sanitaire et nous faisons un effort pour y répondre. Mais nous pensons qu'au-delà aussi de tout ça, il faut que la main de Dieu nous assiste. Un scientifique qui parle de Dieu. Oui, puisque nous sommes quand même des créatures de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu et donc de temps en temps, nous pensons qu'au-delà de nos efforts personnels en tant qu'humains, il faut qu'il puisse y avoir aussi une assistance divine. Et c'est cette assistance divine sur laquelle nous comptons de temps en temps et nous pensons que le Congo sera épargné. C'est une bonne approche que vous puissiez associer à vos limites l'existence d'un être suprême qui s'avère être le Tout-Puissant, un créateur. Vous êtes du Front commun pour le Congo et puis à un moment donné, vous avez sorti une sorte de proposition. Qu'est-ce qui a motivé cette sortie médiatique? Monsieur Blaise, merci pour la question qui, pour moi, semble être très fondamentale. Mais avant de l'aborder, puisque nous sommes dans ce chapitre de Covid-19, acceptez que je profite de votre occasion d'abord pour transmettre toutes mes condoléances à tous ces Congolais qui ont été frappés par ces Covid-19, c'est-à-dire qui ont perdu les leurs. Et je pense beaucoup plus particulièrement au président de la République, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, qui a perdu beaucoup de membres de ses collaborateurs, mais aussi qui a perdu son chef de la maison civile et de surcroît son oncle paternel. Donc il y a lieu de comprendre que dans cette douleur-là, il doit mériter notre compassion en tant que famille politique alliée au cash. Mais au-delà de ça également, je voudrais transmettre toutes mes compassions à nos compatriotes qui sont à l'est du pays essentiellement. Je pense à cette catastrophe naturelle qui a frappé essentiellement le sud Kivu et plus particulièrement la ville d'Ouvira. Je pense également à la province d'Iolomami, ma province, où deux territoires ont été pratiquement frappés par l'inondation. Je pense au territoire de Malemba et de Bukama. Mais aussi à la province de Tanganyika, où Kabalo a été concerné par les mêmes inondations. Et à la fin, nous avons appris également que le Maniema a été concerné par les mêmes inondations. Donc, que tous ces compatriotes puissent trouver notre sentiment de compassion par rapport à ce malheur qui les frappe, mais aussi profiter de l'occasion pour demander au gouvernement central de les assister de manière conséquente pour qu'au-delà du Covid-19, que ces Congolais puissent
comprendre qu'ils ne sont pas abandonnés et qu'ils ont un gouvernement central qui pense également à eux. Okay. Alors, pour revenir aux propositions de ma famille politique, le FCC, c'est que depuis un temps, lorsque nous avions appris qu'il y avait une pandémie qui était en train de sévir dans le pays, nous nous sommes dit, je crois que c'était au mois de mars au début, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas que l'on passe tout le temps à ne réfléchir que politique, à ne penser que politique. Il faut que l'on sache que si la population n'existe pas, la politique n'aura pas de sens. Et au niveau du FCC, nous avons dit qu'il est temps que nous puissions penser également à préserver les vies humaines, à contribuer par rapport à ce qui s'est fait déjà au niveau du gouvernement, pour que, c'est notre gouvernement, nous tous, nous sommes en coalition avec le CACH, pour que, d'une façon ou d'une autre, nous puissions apporter notre petite pierre pour dire, voilà, par rapport à ce que vous faites là, mais il y a aussi lieu de penser à faire ceci pour améliorer la lutte contre cette pandémie. C'est ainsi que, sous la supervision de l'autorité morale du FCC, et je parle de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, mais avec la coordination du professeur honorable Némi Moulania, qui se trouve notre coordonnateur, nous avons réfléchi pour produire 10 propositions. Et ces 10 propositions contenues dans ces documents ont été transmises au gouvernement de la République pour que, dans la mesure du possible, on puisse comprendre que les politiques ne font pas que de la politique, mais les politiques ont aussi la possibilité de penser à des conditions sanitaires à pouvoir améliorer pour que les vies des Congolais soient préservées. Et il y en a 10, nous n'aurons peut-être pas le temps de pouvoir parler de toutes ces 10 propositions, mais on peut peut-être parler de quelques propositions qui semblent être les plus essentielles. Okay. C'est notamment la proposition qui concerne la communication. Justement, parce que j'allais vous permettre d'aborder le sujet quant à ce, parce que je ne voudrais pas revenir sur ceux qui ont réfléchi. J'ai reçu quelqu'un sur ce plateau qui est du Front commun pour le Congo, qui avait dit effectivement que vous aviez réuni les intelligences, les officiers, vous en avez dans tous les secteurs. Ceux qui étaient concernés par ce secteur précis ont été consultés et ont apporté leur pierre en ce qui concerne cet édifice. Mais alors, je voulais parler des 10 propositions, mais je veux revenir sur celles qui sont urgentes par rapport à la manière dont le Covid est géré au niveau national. Quelles sont les propositions que vous apportez qui semblent être urgentes au regard de la situation? Parmi ces 10 propositions, pour nous, la proposition relative à la communication et à la sensibilisation semble être la plus urgente. Comme vous le savez, il est toujours bien de prévenir que de guérir. Donc nous pensons qu'il faut passer le maximum de temps, mettre beaucoup d'énergie dans la stratégie de communication et de sensibilisation. C'est qu'il faut faire comprendre aux Congolais qu'ils sachent que d'abord, cette pandémie existe. Puisqu'au départ, vous vous rendez compte que dans cette ville, qui en principe se présente comme l'épicentre de cette pandémie par rapport au reste du territoire national, les gens étaient en train de mettre un doute, de dire mais est-ce que le Covid existe réellement ou pas? Il y a des gens qui ont même dit que non, ça c'est une maladie de tels gens de tel côté. Les autres ont dit que c'est une maladie des gens de telle catégorie. Mais alors qu'en réalité, une maladie ne choisit pas ni la tribu de la personne, ni son rang social, ni quoi que ce soit. Donc, ni son appartenance politique. Ni son appartenance politique. Donc, il s'agit d'une maladie qui touche tout être humain. Et chaque Congolais, il est d'abord être humain. Donc, nous avons dit qu'il faut que l'on mette les moyens conséquents au niveau du gouvernement pour d'abord alerter l'opinion, informer l'opinion, dire aux Congolais qu'il y a un risque important de pouvoir s'exposer lorsque l'on n'est pas suffisamment informé par rapport à ce qu'il faut prendre comme mesure ou bien comme observer comme geste barrière, comme on le dit, pour éviter que vous puissiez être contaminé. Que vous puissiez être contaminé vous-même, mais que vous puissiez aussi contaminer les autres. Donc, il y a par exemple des règles, des gestes barrières que nous connaissons tous,
qui sont beaucoup plus simples. Il faut se laver les mains, il faut tousser dans son coude, il faut éviter de sortir comme on veut, il faut sortir quand c'est essentiel, il faut éviter de beaucoup s'approcher, les mesures de distanciation, comme on le dit. Donc nous avons dit il faut qu'on mette vraiment beaucoup de moyens sur la sensibilisation, que les Congolais comprennent que la maladie existe et qu'il faut prendre des précautions pour que l'on ne soit pas contaminé et que l'on ne contamine pas les autres. Donc ça, c'était d'abord la première information la plus importante. Mais nous avons également dit comme deuxième proposition que pour ceux qui se rendront compte qu'ils sont réellement contaminés, puisque vous savez, lorsqu'on veut prévenir, ce n'est pas nécessairement dire qu'on ne peut pas être atteint. Ça peut arriver qu'on soit atteint, et nous avons les cas aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 377 cas. Donc pour ceux qui sont déjà atteints, il faut que le gouvernement mette les moyens en place pour pouvoir les prendre convenablement en charge et de manière efficace. Donc ça, c'était vraiment urgent, puisque, comme vous le savez, la vie humaine, elle est sacrée, mais la santé aussi n'a pas de prix. Exactement. On ne peut pas réfléchir pour prendre quelqu'un en charge. Il faut le faire le plus rapidement possible et épargner la santé du Congolais, des compatriotes. Donc ça, c'était la deuxième proposition que nous avions considérée comme la plus importante et la plus urgente. Mais la troisième, c'est par rapport à ce qu'il faut conjuguer comme effort pour que les statistiques dont on nous parle tant et que nous venons même d'évoquer autour de cette étape soient des statistiques fiables. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut une montée en puissance des stratégies de diagnostic et de dépistage au niveau surtout de l'INRB. Donc que l'on sache réellement qu'il y a cette possibilité de contrôler chaque Congolais ou bien chaque Quinois pour savoir s'il est atteint, il est contaminé ou il n'est pas contaminé. Puisque lorsque quelqu'un qui est contaminé est ignoré, il n'est pas considéré en tant que tel, c'est-à-dire qu'il n'est ni en quarantaine, ni en confinement, il expose tous les autres qui sont dans son entourage à être également contaminés. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut que l'INRB fasse un effort convenable, puisque nous avions appris que l'INRB par jour peut diagnostiquer autour de 150 cas. Nous pensons que c'est trop faible et que dans une ville par exemple comme Kinshasa où nous avons plus de 10 millions, si vous devez diagnostiquer par jour ne fût-ce que 150 personnes, mais vous allez terminer quand la ville de Kinshasa? Puisqu'au même moment où vous êtes en train de diagnostiquer les gens, les autres qui ne sont pas diagnostiqués peuvent continuer à contaminer les autres et le nombre risque d'être augmenté toujours. Alors nous avons dit ce qu'il faut et il est important que l'on puisse accroître la capacité de l'INRB à pouvoir diagnostiquer les Quinois pour que les chiffres qui nous sont présentés dans leur bulletin chaque jour soient des chiffres qui reflètent la réalité. Lorsqu'on nous dit que nous avons par exemple comme aujourd'hui 377 cas, que nous puissions comprendre que, ne fût-ce qu'à une erreur près, aujourd'hui ici dans la ville de Kinshasa, réellement on peut avoir 377 plus ou moins cas des personnes qui sont contaminées, que l'on peut mettre en quarantaine et on protège tout le reste des 10 millions d'habitants au niveau de la ville de Kinshasa. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est ça la réalité? Je ne pense pas. Et nous disons aussi que les mesures ne sont pas tellement observées. Lorsque vous êtes à la cité, par exemple comme à la Tchang, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne prennent pas le risque de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui se dit, c'est réellement une vérité fondée et qu'il y a vraiment probabilité que l'on soit contaminé à tout moment. Les gens vivent comme avant le Covid. Les gens sont dans leur chaleur humaine de tous les jours. Les gens se côtoient comme ils veulent. Et lorsque l'on parle même de masques, les gens ne veulent pas respecter. Les gens ne veulent pas respecter les mesures de distanciation. Donc nous nous rendons compte que le gouvernement doit utiliser tous les moyens pour que l'on puisse arriver à faire comprendre à la population que le risque est là et qu'il faut savoir le prendre en considération. Alors, le document a été signé, si je ne me trompe pas, aux alentours du 3 avril, et ça fait près d'un mois. Vous avez l'impression d'être entendu ou de ne pas avoir été entendu? Je crois que lorsque nous faisons le rapprochement entre nos propositions et ce qui s'est fait au niveau du gouvernement, nous nous rendons compte que le gouvernement est loin de nous entendre. Le gouvernement est loin de nous entendre puisque nous pensons qu'il y a des marges convenables entre ce qui s'est fait sur terrain et ce que nous faisons comme proposition. Et depuis que nous avions déposé nos propositions auprès du gouvernement, puisque, comme vous le savez, cette lutte a commencé autour du 10 mars, nous pensons que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'amélioration qui aille dans le sens de tenir compte de nos propositions. Et c'est pour cela que nous déplorons cette situation
D'ailleurs, prenez le cas par exemple comme les mesures de confinement, nous l'avons dit plusieurs fois, mais nous nous rendons compte que on dirait le gouvernement de la République voudrait prendre les choses à la légère et peut-être caresser les peuples congolais dans le sens... À quel niveau? Mais au niveau par exemple des mesures correctives qu'il faut prendre, au niveau des mesures contraignantes qu'il faut prendre. Le confinement n'a pas simplement le côté positif. Le confinement a aussi un côté négatif. Et s'il faut tenir compte, ne fût-ce que du côté négatif, on n'aura pas fait le confinement. Rappelez-vous que dernièrement, lorsque l'on parlait de la fin du confinement de la ville de la Gombe, ou de la commune de la Gombe, les spécialistes en la matière, je parle de l'équipe des ripostes, ils ont dû proposer autre chose au-delà de ce confinement de la commune de la Gombe. Je crois qu'il y a des quartiers qui ont été cités, même des communes qui ont été citées pour renforcer les mesures de sécurisation des Congolais. Mais on s'est rendu compte que lorsque ces mesures ont été relayées, amenées au niveau du gouvernement, c'est au niveau du gouvernement on a dit non, pas question, on ne peut pas aller au-delà de la Gombe, on doit rester encore au niveau de la Gombe. Et dans l'entretemps, lorsque vous suivez les statistiques aujourd'hui, j'ai vu, moi, les statistiques, je me suis rendu compte que la première commune qui est touchée, c'est la commune de la Gombe, mais suivie directement de la commune de Ngaliema. Mais aujourd'hui, en Ngaliema, la vie est comment? La vie est tout à fait normale. Donc, on va continuer à protéger ceux qui habitent la Gombe, mais alors que ceux qui sont au-delà de la Gombe se sont en train de se contaminer tous les jours. Mais finalement, quand on va déconfiner la commune de la Gombe, comme vous le savez, tout le matin comme tous les soirs, les gens viennent à la Gombe le matin, le soir ils rentrent. Donc ils viendront encore recontaminer la commune de la Gombe et on n'aura rien fait. Non, je crois donc il faut renforcer les mesures pour permettre à ce que cette lutte soit efficace. Est-ce que vous n'estimez pas, Monsieur Moïse, qu'il est du devoir du gouvernement d'avoir un tableau médical, certes, mais de voir aussi un tableau sécuritaire qui peut se présenter, un tableau lié à d'autres paramètres, et le gouvernement, en toute souveraineté, peut imaginer des stratagèmes qui puissent éviter, par exemple, que nous tombions dans des situations malencontreuses. C'est dans ses prérogatives, je présume. Il ne faudrait pas non plus, le gouvernement n'est pas là non plus que pour écouter et exécuter. C'est vrai que beaucoup d'autres structures peuvent être considérées comme étant des structures conseils du gouvernement, mais c'est à lui que revient cette charge de prendre des dispositions qui sont bonnes pour toute la population. Non, je suis d'accord avec vous que ceux qui gouvernent aujourd'hui cette République sont dans l'équipe gouvernementale. C'est le gouvernement qui nous prend en charge tous. Mais tout ce que nous faisons comme proposition, ce ne sont que des propositions. C'est-à-dire qui méritent d'être appréciées par ceux qui sont censés gouverner le pays. Et ce que nous faisons comme proposition, nous pensons que si ça peut être examiné convenablement par les gouvernants de ce pays, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles ils doivent porter leur attention. Le gouvernement dont vous êtes membre aussi, vous, les FCC. Oui, effectivement, c'est pour cela que nous l'avons fait. Nous ne l'avons pas fait comme opposant, nous l'avons fait d'abord comme membre du gouvernement. Donc c'est votre contribution. C'est-à-dire notre famille représentée au sein du gouvernement. Okay. Et nous pensons que le résultat de ce gouvernement, c'est aussi notre résultat. Nous serons tous comptables du résultat de ce gouvernement. C'est pour cela que nous avons voulu aller dans le sens d'améliorer l'action gouvernementale, puisque, in fine, cette action-là va nous concerner nous tous. C'est pour ça que nous avons fait des propositions. Mais il est vrai que lorsque les propositions arrivent, peut-être que nous avons regardé dans un sens, mais le gouvernement qui a le tableau convenable de tous les paramètres du pays a la possibilité de dire ça oui, on peut prendre, mais voilà un autre paramètre contraire à celui-là qui peut faire que l'on ne puisse pas prendre tout intégralement. Mais nous pensons que pour ce qui concerne par exemple les mesures dans le sens de lutter contre le Covid, le gouvernement hésite à prendre de mesures dures et sévères simplement pour une raison. La raison, c'est laquelle nous pensons à notre niveau qu'il s'agit de mesures d'accompagnement. Lorsque vous dites aux Congolais qu'il ne faut plus sortir, il faut rester à la maison, puisque votre santé en dépend, comme vous savez à Kinshasa, les gens sortent tous les jours le matin pour chercher ce qu'ils peuvent avoir et vivre pendant la journée. Mais ces gens-là que vous avez confinés dans la maison, pendant 2 semaines, 3 semaines, doivent également vivre. Puisque s'ils ne vivent pas, ils vont mourir, cette fois-là, pas de la maladie Covid, mais ils vont mourir de la faim. C'est pour cela qu'ailleurs, par exemple, puisque nous avons copié beaucoup de choses d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que le gouvernement apporte à sa population des mesures d'accompagnement pour permettre à ce que sa misère soit soulagée.
C'est pour cela qu'ici, par exemple, nous avons appris qu'on a décidé une fourniture gratuite de l'eau et de l'électricité, mais nous pensons que ces mesures sont faibles, puisqu'on ne vit pas simplement de l'eau et de l'électricité, mais la population a besoin aussi de vivre autrement. C'est pour cela que nous avions pensé que s'il y avait des mesures dans le sens de soulager les difficultés de la population pendant ce temps, on pouvait bien aller avec des mesures sévères. Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas dit on confine également Kinshasa? Qu'est-ce que vous appelez mesures sévères? Non, les mesures sévères, c'est ce que j'ai dit. C'est contraignant. Les mesures contraignantes, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire demander aux gens pendant 3 semaines, par exemple, de ne pas sortir de leur maison. C'est quand même sévère, compte tenu de nos réalités socio-économiques. Puisque, comme je l'ai dit, le Kinois est habitué à sortir et à rentrer. C'est 10 jours au jour, comme on dit au taux du jour. Mais lorsque vous dites ne sortez pas, c'est quand même sévère. Même par rapport à la Constitution, quelque part, vous privez la personne de ses libertés fondamentales. Donc c'est sévère. Et la Constitution reconnaît les libertés comme un principe, comme une règle, et la privation des libertés comme une exception. Donc lorsque vous avez privé la liberté à quelqu'un, il faut savoir, ou les libertés fondamentales à quelqu'un, il faut savoir que ces mesures sont sévères. Mais maintenant, là, en termes d'accompagnement, le gouvernement fait quoi? Je prends le cas des États-Unis d'Amérique. Vous suivez que de temps en temps, sur les rues, à des heures bien prévues, il y a des équipes qui passent pour distribuer quelques rations. Ils les distribuent aux gens pour permettre à ce qu'ils puissent compléter à ce qu'ils peuvent avoir à la maison. Oui, parce que déjà, il faut le signaler, il faut le souligner que les États-Unis ont vécu 20 millions de personnes n'ont plus d'emploi. Voilà. Et pour ça, il faut vraiment de mesures palliatives conséquentes et fortes. Est-ce qu'ici, chez nous, tout le monde a encore de l'emploi? Mais est-ce que nous avons de l'argent pour donner d'abord cette nourriture à tout le monde? Non, c'est ce que j'ai dit. Tout se fait d'abord avec la volonté. Voilà. On ne dit pas qu'il faut donner nécessairement à tout le monde de l'argent nécessairement. Non, ça se fait avec la volonté. Ce qu'on pouvait faire, c'est quoi? Nous l'avons appris, mais ça ne se fait pas encore. On a dit qu'on négociait par exemple avec les importateurs pour ouvrir dans chaque commune de magasins. Ça n'a pas été fait. Oui, mais ça a été annoncé. Et on pouvait par exemple accorder des allégements fiscaux à ces importateurs pour que rapidement ils puissent nous apporter des biens de première nécessité. Et on ouvrirait dans chaque commune ou dans chaque quartier un magasin témoin ou 2 magasins témoins. Au lieu d'avoir un sac, comme nous l'avons vécu, un sac de riz qui est allé jusqu'à 40 000 à 50 000, on pouvait par exemple rabattre avec l'accord ou bien le soutien du gouvernement jusqu'à 25 000 ou à 20 000 un sac de riz. Ça permettrait à ce que ça soulage la misère de la population. Nous ne disons pas qu'il faut distribuer de l'argent. Nous n'en avons peut-être pas aujourd'hui. Mais avec un geste de générosité, de charité que l'on peut donner à quelques Congolais, puisque aujourd'hui, quand vous avez donné, nous connaissons que nous sommes africains, vous avez donné la possibilité à quelqu'un d'avoir un sac. Il ne faut pas penser qu'il va le consommer lui-même seul avec sa famille le même jour. Non, il prendra peut-être quelques petits seaux, il va accorder quelques gestes aussi de générosité à ses membres de famille. Donc chacun aura trouvé quand même son sort dans ce que l'on a fait. On a dit par exemple que non, dans un bus, il ne faut plus autant de personnes, il faut autant de personnes puisque mesures de distanciation obligent. Oui. Mais c'est un manque à gagner que l'on crée à ceux qui sont détenteurs de ce bus ou de ces taxis. Quelles sont les mesures d'accompagnement? Oui, les mesures d'accompagnement, ça pouvait être par exemple aujourd'hui rabattre le prix de carburant à la pompe. Vous savez que même sur le marché international, le prix du baril a baissé. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans le pays? On ne fait rien. Donc, aujourd'hui, on a demandé aux gens de réduire le nombre de... Est-ce que ça fait partie des propositions que vous aviez faites? Nous avons demandé des mesures d'accompagnement. Donc, nous avons dit, grosso modo, qu'il faut des mesures d'accompagnement pour permettre, d'ailleurs, vers la fin, je crois, le 10e point, nous parlons des objectifs... encadrer les mesures économiques prises pour qu'elles atteignent pour que ça puisse atteindre réellement leurs objectifs. Donc, c'est un peu ça qu'il faut encadrer. Mais aujourd'hui, que dit le gouvernement par rapport à cette réalité socio-économique? Aujourd'hui, le gouvernement ne dit rien. Mais les gens continuent à payer plus cher qu'avant. Je vous informe. Même si on a dit aux taximens, il ne faut plus prendre 3 passagers ou 4 passagers, il faut en prendre 3 aujourd'hui. Mais quand ils prennent 3, les 3 payent le prix de celui qui n'est pas entré. Puisque le gouvernement a dit on ne peut pas prendre un 4e. Donc en d'autres termes, on a augmenté le prix. Et les motards qui sont dans nos petits coins que nous connaissons, puisque vous connaissez ce qu'il y a, on a dit vous ne prenez plus 2, vous prenez une personne. La personne qui monte paye pour la deuxième personne qui n'est pas montée. Ce sont des réalités puisque nous vivons à la cité et nombreux n'y vivent pas. Donc voilà un peu toutes ces réalités sociales qui font que chez nous, nous pensons que le gouvernement, malgré tout ce qu'il est en train de faire sur le terrain,
il fait bien sûr quelque chose, mais ce qu'il fait n'est pas encore suffisant. Alors, justement, dans ce même objectif d'accompagner des mesures pour contenir cette pandémie, le président de la République avait, en son temps, déclaré ou décrété un état d'urgence. Et il s'avère que le 24, parce que cette émission passe aujourd'hui, c'est le 23, le 24, donc aujourd'hui à minuit, devrait prendre fin cet état d'urgence. Et vos collègues, parce que vous êtes un ancien député national, ont été convoqués pour statuer sur la question. Mais je remarque que vous avez suggéré d'aborder comme matière la prorogation de l'état d'urgence. Mais apparemment, j'ai vu des matières là dans tous les sens, abolition de la peine de mort, il y a l'utilisation d'armes, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, on revoit. J'ai même vu une matière revenant sur les statuts du président de la République, la loi modifiant finalement. Mais qu'est-ce qui se passe? Les questions essentielles, ça ne vous dit plus rien, honorable, vous les politiciens? Non, ça nous dit beaucoup. C'est pour cela que nous avons commencé par les propositions faites par l'EFCC. C'est-à-dire que l'EFCC est concerné par ce que vous appelez questions essentielles. Nous pensons qu'au-delà de la vie humaine, il n'y a pas autre chose qui puisse être au-dessus. Donc, nous pensons à cela. Mais nous disons simplement qu'aujourd'hui, apparemment, la question de la lutte contre le Covid-19 a été politisée. Et lorsque vous amenez le buzz politique dans une question éminemment sanitaire, ça devient dangereux. Et nous avons tous salué la mesure qui a été prise par le président de la République le 24 mars, je crois, par rapport à son ordonnance sur l'état d'urgence sanitaire. Il est vrai que quelques 2 jours avant, il y a eu consultation ou concertation avec les 2 présidents de chambre du Parlement et même avec le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Bon, et ça a été fait par rapport à l'article 85 de la Constitution. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle est revenue sur ça pour dire que l'ordonnance du chef de l'État est conforme à la Constitution. Mais au-delà de l'article 85 de la Constitution, il fallait penser que dans la Constitution, la lecture d'un article ne suffit pas. Il faut lire de manière combinée les articles qui sont concernés par une disposition constitutionnelle. C'est ainsi qu'au-delà de l'article 85, qui donne des prérogatives à l'institution président de la République de prendre une ordonnance pour proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège ou la déclaration de guerre, le constituant de 2006 a pensé aussi à ce qu'une autre institution comme le Parlement puisse couvrir l'acte du chef de l'État par une autorisation. C'est ainsi qu'à l'article 119, vous avez parmi les points qui sont énumérés, vous avez également l'état d'urgence, vous avez l'état de siège, vous avez la déclaration de guerre. Mais tout ça, ça a été, bon, pas balayé, mais la Cour constitutionnelle qui est l'instance par... oui, conformément à l'article 168, nous ne pouvons plus revenir à ce débat. Voilà. Mais nous disons simplement que tout ça est passé, puisque les 30 jours, comme vous l'avez dit, terminent aujourd'hui à minuit. Nous sommes le 23. À minuit, l'état d'urgence qui a été proclamé par le chef de l'État sur base de la première ordonnance du 24 mars dernier cesse de produire ses effets. Il faut une prorogation qu'il faut accorder au chef de l'État pour qu'il puisse prendre encore d'autres périodes consécutives de 15 jours et proroger la période de l'état d'urgence sanitaire. Et ça doit se faire par le Parlement qui est l'institution reconnue dans le pays. Bon, nous sommes à cette période où il faut donner l'autorisation de prorogation. Ça va se faire sous quelle forme? Je crois que le débat, vous l'avez suivi, vous êtes de la presse. Les gens ont dit qu'il faut des plénières séparées entre les 2 chambres du Parlement. L'Assemblée nationale à part et le Sénat à part. Mais je suis en train de lire également, au-delà des articles 85 et 119, même avec 144, qui parlent de cette prorogation, au niveau de la Constitution, cette lecture, je la fais de manière combinée avec un autre texte important, qui est le règlement intérieur du Congrès. J'ai un exemplaire avec moi. Le règlement intérieur du Congrès, en son article 3, le point 5 dit ce qui suit. Qu'il faut qu'il y ait un congrès pour autoriser la prorogation de l'état d'urgence, de l'état de siège par le congrès conformément à l'article 144 de la Constitution.
Et ça, c'est le règlement intérieur qui a été adopté, voté, adopté, examiné par le Parlement réuni en Congrès, mais qui a été soumis aussi pour conformité à la Constitution, à la Cour constitutionnelle, qui s'est déclarée dans le délai pour dire ce règlement intérieur est conforme à la Constitution. Okay. Donc il ne faut pas se limiter à lire simplement la Constitution. Le Congrès est aussi, comme le Parlement, est aussi régi au-delà de la Constitution et des autres droits du pays, aussi par le règlement intérieur. Mais l'article 3 est conforme à la Constitution. Est conforme à la Constitution. Si vous permettez, je lis simplement l'article 3. Je vous en prie. Je lis seulement l'article 3 du règlement intérieur qui est là. L'article 3 dit ceci. Le Congrès s'est réuni pour les cas suivants. Les cas sont cités. Ce n'est pas ça notre problème, mais je vais à l'article qui est concerné. Je parle d'abord de l'article qui est concerné. Le premier, c'est le point 3 de l'article 3. Il est dit, le Congrès s'est réuni pour les cas suivants. Point 3. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège ou de la déclaration de guerre conformément à l'article 119.2 de la Constitution. Est-ce que ça a été fait? Non. Le Congrès ne s'est jamais réuni pour autoriser. On a dit qu'il y avait urgence, la concertation devait suffire conformément à l'article 85 et le chef de l'État devait prendre l'ordonnance pour préserver les vies des Congolais. Okay. Il y avait urgence. Okay. Mais le point 5 du même article 3 de ce règlement intérieur dit ceci. Le point 5 dit ceci. Le Congrès s'est réuni pour les cas suivants. Point 5. L'autorisation de la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. Est-ce que c'est de ça qui doit se faire? Si on est respectueux des textes dans ce pays, ça doit se faire. Même si le point 3 ne s'est pas fait au départ, puisqu'on a dit qu'il y avait urgence. Mais maintenant, est-ce que depuis que le 24 mars, il y avait encore une autre urgence à ne pas permettre au Congrès de se réunir pour respecter ce point 5 de l'article 3 de son règlement intérieur? Je crois que là, il y a un problème. C'est pour cela que nous disons qu'il ne faut pas politiser toutes ces questions. Il ne faut pas que l'on voit le Congrès comme un épouvantail. Il ne faut pas que l'on sente qu'à travers le Congrès, il y a une menace de l'institution président de la République. Et avec cette peur bleue, réellement, on risque de ne pas permettre aux institutions de la République de fonctionner normalement. Rappelez-vous, M. Blaise, que dans ce pays ici, et la Constitution le garantit, dans ce pays, nous avons 3 pouvoirs fondamentaux. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif et nous avons le pouvoir judiciaire. Ces 3 pouvoirs sont séparés. C'est que nous disons, il y a séparation de pouvoirs. Mais ces 3 pouvoirs aussi sont indépendants entre eux, même si le Parlement contrôle l'exécutif. Mais il y a indépendance du pouvoir. J'ai été, moi, personnellement, surpris agréablement de constater que lorsque le directeur de cabinet du chef de l'État, déjà avec sa position, a des démêlés avec la justice au niveau délimité, le chef de l'État vous dit, c'est vrai, c'est mon proche collaborateur, mais je n'interfère pas, je laisse la justice comme pouvoir indépendant fonctionner normalement en toute indépendance. J'ai apprécié cette démarche. Mais pourquoi cette démarche ne peut pas être poursuivie jusqu'à d'autres institutions? Puisque l'article 69 de la Constitution donne la prérogative au chef de l'État d'assurer le fonctionnement régulier des institutions du pays. Et le chef de l'État comme institution a cette obligation constitutionnelle de laisser les autres institutions fonctionner normalement. Pourquoi on laisse le pouvoir judiciaire fonctionner normalement, mais lorsqu'on arrive au pouvoir législatif, on dit non, on prend une ordonnance qui a été prise dernièrement, complétant et modifiant la première, où carrément les matières sont fixées au départ. Je crois que là, il s'agit d'une dérive dictatoriale. Il s'agit d'une forme de dictature institutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une institution qui veut délibérément exercer sa dictature sur d'autres institutions. Je crois que ça ne peut pas passer dans un pays comme le nôtre, que nous avions voulu depuis un temps être un pays démocratique, que nous avions voulu depuis un temps être un pays des droits. Donc il faut permettre à ce que les autres institutions fonctionnent normalement. L'ordre du jour est déjà connu. L'article 119 le dit clairement. L'article 3 du règlement intérieur le dit clairement. L'article 144 de la Constitution le dit clairement. On ne va pas inventer d'autres points à l'ordre du jour. Ça, c'est un exemple que je peux vous laisser. Merci. En ce qui concerne les propositions du FCC au gouvernement par rapport à la lutte contre le Covid. Donc, l'ordre du jour est connu.
c'est la prorogation de l'état d'urgence. Donc on ne peut pas inventer d'autres points à l'ordre du jour. Mais alors, lorsque une institution se permet de bloquer les autres institutions dans leur fonctionnement, de dire vous ne pouvez vous limiter qu'à tel nombre, puisqu'au départ on avait dit non, ils ne peuvent pas se réunir à plus de 20. Aujourd'hui, il y a une ordonnance qui déroge pour dire ok, vous pouvez vous réunir à plus de 20. Mais en même temps, on donne des matières sur lesquelles on doit débattre. Et là, le Parlement s'est dit non, vous êtes en train de marcher sur nos plates-bandes, c'est un peu une forme de dictature à laquelle nous ne devons pas nous soumettre. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de matière aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de matière, puisqu'en principe, Monsieur Blaise, nous devons nous dire la vérité. Est-ce que c'est puisqu'il y a Covid que le pays ne peut plus être dirigé? Je crois que partout ailleurs, il y a même des gouvernements qui continuent à se réunir. Si ce n'est pas physiquement, ne fût-ce qu'en vidéoconférence. Et aujourd'hui, nous pensons qu'on ne peut pas dire... Oui, on ne peut pas dire que puisque nous sommes frappés par le Covid, plus question de voir un conseil des ministres, plus question de voir des plénières à l'Assemblée nationale. Non, le conseil des ministres se tient. Oui, mais ça se tient sous quel format? En visioconférence avec quelques mais c'est dernièrement que nous avions vu un seul conseil des ministres en vidéoconférence. Depuis un temps, il n'y a plus eu de conseil des ministres. Dernièrement, nous avons vu un conseil des ministres avec quelques ministres et où le président de la République intervenait. Il y a un état particulier qui a bouleversé les choses. Oui, il y a un état particulier, mais le pays doit continuer à être dirigé. C'est tout à fait important. Si nous croisons les bras pour dire non, il y a ceci, nous ne pouvons plus faire ça puisque la maladie est là, on va laisser le pays par terre, on ne va plus le diriger. Et cette fois-là, c'est ce que nous constatons sur le terrain, qu'il y a des choses qui ne semblent pas se faire normalement et n'importe qui risque de faire n'importe quoi. Et là, ça risque de poser un problème. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire ouvertement et de manière convenable. Je voudrais vous dire que lorsque le constituant, dans un régime semi-présidentiel comme celui-ci, c'est-à-dire vous avez le rôle à jouer par le Parlement et par l'institution président de la République, le constituant n'a pas été fou pour que, pour une matière comme celle-là, puisse permettre à ce que deux institutions interviennent, et l'institution président de la République et l'institution Parlement. C'est simplement puisque l'ordonnance que le chef doit prendre en ces domaines-là, c'est-à-dire de l'état de siège, ou de l'état d'urgence, ou de la déclaration de guerre, c'est un domaine qui énerve la Constitution. Dans ce sens, c'est qu'il y a une forme de pouvoir restreindre les libertés des Congolais. Et lorsque vous, chef de l'État, vous prenez un acte qui restreint les libertés des Congolais, ça ne suffit pas que ça s'arrête là-bas, puisqu'une ordonnance n'est pas au-dessus de la Constitution. Il faut que ceux qui sont chargés de légiférer, c'est-à-dire le Parlement, puissent couvrir votre acte qui prive certaines libertés aux Congolais par une autorisation. Pour dire, vous avez pris la possibilité de diminuer les libertés de Dieudonné Moïse ou de Blaise Zaïnda, qui ne peuvent plus se mouvoir comme avant. Bon, il constate que c'est une injustice puisque ça ne répond pas à ce qui est garanti par la Constitution. Mais le législateur, le même qui avait décidé que vous puissiez avoir ces libertés au niveau du Parlement, a autorisé au président de la République de prendre un acte qui réduit vos libertés. Voilà comment fonctionne un régime semi-présidentiel. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ça. Que répondriez-vous à une certaine opinion qui dit que vous, du FCC, on vous trouve quand même assez c'est quand même étonnant qu'on vous en teniez autant au respect des textes. Mais nous avons toujours été respectueux des textes. Qu'il y a eu des problèmes, prolongation ou pas, et tout ça. Oui, c'est-à-dire là où... C'est bizarre que vous... Comme on l'a dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Là où c'est impossible, nous ne sommes pas tenus. Il y a eu des choses impossibles dans ce pays et on ne peut pas nous tenir rigueur de cela. Nous ne l'avons pas fait. Vous parlez de prolongation, je crois que c'est peut-être pour ces élections qui devaient se tenir en 2016, mais qui se sont tenues en 2018. Bon, quand nous avons eu cette difficulté à ce moment-là, comme MP gérant ce pays, famille politique seule qui gérait le pays, nous ne sommes pas renfermés dans une maison pour dire qu'advienne que pourra, les élections ne se tiennent pas en 2016, nous allons les tenir en 2018. Non, nous sommes allés vers les partenaires politiques pour dire, voilà, nous avons cette difficulté à organiser les élections à cette échéance. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que si on n'organise pas à cette échéance, qu'on organise à une autre échéance? C'est pour cela qu'il y a eu d'abord concertation au Palais du Peuple, avec toutes les forces vives et politiques. C'est pour cela qu'il y a eu le premier dialogue à la Cité de l'Union africaine. Tout le monde était concerné.
tous ceux qui gèrent aujourd'hui d'ailleurs, même de l'opposition. C'est pour cela qu'il y a eu un second dialogue à la CENCO, au centre interdiocésain. Tout ça, c'était pour permettre à ce que les autres fédèrent et adhèrent à cette difficulté que nous avons. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez appris qu'il y a une difficulté qui fait que les autres soient invités à adhérer? Si le Parlement propose beaucoup de matières, c'est puisque le Parlement sent qu'il n'est pas associé à ceux qui se préparent. L'ordonnance du chef a été promulguée, mais est-ce que le Parlement a compris qu'il y a nécessité qu'on ne débatte pas d'autres matières, qu'on ne se focalise que sur la matière de prorogation de Covid? Je ne crois pas. Si c'était fait, ils ne pouvaient pas s'entêter. Donc, quelque part, s'ils le font, je crois qu'ils veulent aussi montrer à la face du monde et même à la face des Congolais qu'ils sont une institution indépendante, séparée des autres institutions, un pouvoir à part, et ils doivent s'assumer en tant que tels. Et là, nous plongeons dans une crise institutionnelle qui n'est pas nécessaire dans ce pays. Nous avons déjà beaucoup de crises, y compris la crise de Covid-19. S'il faut à cela ajouter une autre crise institutionnelle inutilement, ça ne servira à rien. C'est pour cela que nous disons qu'il faut que l'on comprenne que nous avons déjà la crise sanitaire, une crise politique n'est pas nécessaire, une crise institutionnelle n'est pas nécessaire, et qu'on laisse chaque institution exercer ses prérogatives, s'assumer convenablement. Voilà. Et je crois que si nous sommes à ce niveau-là, nous n'aurons jamais de problème dans ce pays. Merci beaucoup, Dieudonné Moïse. Une dernière communication, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'opinion, puisque nous terminons cette émission avant que nous ne vous recevions dans d'autres émissions? Deux petites choses que je peux dire à l'opinion, au-delà de ma compassion par rapport aux difficultés du moment. La première chose, c'est dire simplement que le Covid est réel, il existe. Ne sabotons pas les mesures ou les gestes barrières. Respectons-les scrupuleusement. Protégeons-nous, protégeons nos compatriotes, protégeons notre entourage. Même si c'est dur pendant ce temps, même si c'est dur, je l'ai dit, il est encore mieux de vivre dans cette difficulté que de se retrouver un jour confiné dans un hôpital où on vous dit on ne peut pas soigner votre maladie puisqu'il n'y a aucun médicament jusque-là qui est mis à jour. On va bricoler avec des médicaments qui ne conviennent pas. Peut-être si vous êtes frappé par des cas de comorbidité, vous allez être soumis à une respiration difficile et on va chercher des aspirateurs dont j'entends parler qu'il y en a 2 ou 3 en Galiema ou quelque part, il n'y en a même pas beaucoup. Donc il faut qu'on soit respectueux de ces mesures. Deuxième point, c'est dire simplement aux opérateurs politiques congolais qu'il n'est pas nécessaire de politiser la question de la lutte contre le Covid, que nous avons vu un temps comme ça politisé, lorsque l'ancienne première dame, Maman Olive Lembe, l'épouse de Joseph Kabila Kabange, amène de la chloroquine à l'UNRB, accompagnée d'une enveloppe, puisqu'on n'a pas parlé beaucoup de l'enveloppe. On a entendu des choses impossibles dans ce pays, alors qu'il ne s'agissait que d'un acte de charité, de générosité, puisqu'elle n'était pas obligée de faire cet acte-là. Mais cette contribution à ce geste de générosité a attiré beaucoup de problèmes inutilement, puisque finalement, on a monté des documents attribués à l'OCC, d'autres documents attribués à l'OMS, et on s'est rendu compte que tout ça n'était que simplement de la jalousie et de la mauvaise foi. Vous avez aussi le cas des masques qui ont été proposés en pagne par la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. L'honorable Jeannette est passé pour dire nous avons nos difficultés et nos réalités socio-économiques. Nous pouvons nous contenter de nos petits pagnes dans nos maisons et nous faire des masques et nous protéger, même si nous savons qu'ils ne peuvent pas protéger à 90%. Au lieu d'avoir une bouche ouverte ou avoir des nez non couverts, autant trouver ne fût-ce que ça pour se couvrir. Tout le monde a dit quoi ici? Vous êtes témoin, vous êtes de la presse. On a tout politisé. Non, ça ne peut pas venir de lui. D'ailleurs, le panier là, il faut voir. Est-ce qu'il n'y a pas de poison là-dedans? Mais lorsqu'on a vu les mêmes pagnes portés par les Blancs en Europe, les masques en pagne, tout le monde a copié. Oui, et aujourd'hui, ce qu'il est dans la ville, quels sont les masques qui sont très réguliers et rencontrables? Ce sont les masques en pagne qui sont plus partout par rapport aux masques chirurgicaux. Quelqu'un m'a même fait rire. Il dit, voilà, si vous avez un pagne qui est en souffrance chez un couturier, il faut aller revoir. Peut-être qu'il a été... Oui, c'est toujours possible. Il est dépecé, il est revendu. C'est un vrai marché aujourd'hui. Comme masque quelque part. Donc, on a même oublié que l'initiative était venue d'une Congolaise et de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Petit commentaire sur le produit qui semblerait traiter les Covid-19 venant de Madagascar, que l'OMS n'encourage pas du reste. Non, je crois qu'il faut encourager les initiatives africaines. Il est vrai que nous avons appris beaucoup de choses par rapport à ce traitement,
Les gens ont parlé de la chloroquine. Finalement, on a parlé de l'azithromycine combinée à la chloroquine. Bon, c'est vrai, c'est un traitement, mais sur base d'un médicament moderne. Mais lorsque nous entendons le président malgache dire, lui, sur base des tisanes, on peut soigner le Covid sur place, et ça a été bien. C'est toujours ça que nous disons, il faut penser à des mesures à caractère social, puisque lui, au Madagascar, il a dit, ces produits vont être donnés gratuitement à la majorité des Malgaches. À part quelques gens d'une certaine classe qui vont acheter à un prix moins cher. Et il a lui-même publié la distribution de ce produit. On m'apprend que lui-même aurait été premier à prendre ce produit. J'ai été aussi satisfait d'apprendre que, je crois, hier, notre chef de l'État, président de la République, s'est entretenu avec ce président pour voir comment ce produit peut servir aussi aux Congolais, puisque nous apprenons que cette plante-là est beaucoup trouvable dans notre pays. Okay. Donc ça va être une solution beaucoup rapide pour pouvoir réellement soulager les malades qui sont aujourd'hui à plus de 377, sans compter les anonymes qui ne sont pas encore découverts, et même les asymptomatiques. Merci. Donc je crois que c'est une initiative qu'il faut louer. Nous sommes africains, nous sommes fiers de nous. Et il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes sans pour autant parler du vaccin, puisque ça c'est un autre débat. Merci beaucoup, M. Moïse Dieudonné. Je pense que nous vous aurons pour un autre débat lié à tout ça. Merci. Et nous vous disons merci de nous avoir accordé de votre temps. Très bonne suite des programmes sur Digital Congo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre grand oral. Au revoir. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci.